Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Il faut noter qu'il y a pratiquement une évolution en 3 temps. Il y a les constitutions des années 60 qui sont la copie fidèle de la constitution de 1958. Et dans ces constitutions, la plupart du temps, on a fait simplement que du mimétisme. Peut-être qu'on a changé ou ajouté une virgule ici, là où dans la constitution de la 5e République, il y a un point. Donc, c'est pour vous dire d'une certaine manière, le mimétisme est total. Et évidemment, les résultats produits par cela ne pouvaient pas être bénéfiques pour l'Afrique. Parce que dans nos sociétés, quand vous regardez, par exemple, au Sénat, vous dites président de la République, dans le langage populaire, président de la République, ça renvoie absolument à aucune réalité palpable. Mais quand vous parlez de chef, alors ça, le chef, tout le monde regarde comme ça, on ne cherche même pas à... oui, on sait qui est le chef. Et souvent, on n'a même pas besoin de le clamer ou de le déclamer parce que ce qu'on sait, que ça participe d'une légitimité qui ne tire pas souvent sa source de l'élection, mais l'élection procède déjà d'un choix dans lequel les ancêtres apportent leur onction. Et donc on ne fait que constater. Et on a oublié que si on fait un texte, si beau soit-il, qui ne cadre pas avec cette réalité sociologique, ben, il y aura des distorsions, il y aura des problèmes, des déséquilibres. Et c'est ça le... Et donc, à partir des années 90, on a, dans certains pays, mais ce n'est pas général, on a pris conscience du fossé entre ces constitutions, ces premières constitutions et la réalité, et on a dit, il faut quand même qu'on s'asseye et qu'on réfléchisse. On a fait dans beaucoup de pays les conférences nationales, et à partir du constat que si ce n'a pas marché, c'est parce qu'on a doté beaucoup de pouvoir au président de la République, au point qu'on a installé partout l'autoritarisme. Alors que dans nos sociétés, quand même, il y a l'équilibre souvent existe à partir du moment où, même sous l'arbre à palabres, on arrive à discuter, on arrive à échanger et par conséquent à partager les points de vue et à chercher un certain consensus. Donc, une nouvelle vague de constitution est née et dans ces constitutions, on se rend compte qu'on a mis véritablement beaucoup de choses, on a pris en compte certaines préoccupations qui n'étaient pas dans les constitutions des années 60. Et puis après, dans le sillage de ce que nos collègues spécialistes du droit constitutionnel ont appelé le néoconstitutionnalisme, il y a une troisième vague qui est née à partir des années 2000, qui essaie de tenir compte de cette évolution et de corriger, même si par ailleurs les institutions constitutionnelles, président de la République, président de l'Assemblée nationale ou autres, restent tout de même encore là, il n'en est pas moins que la tendance générale aujourd'hui est d'aller vers une correction des erreurs du passé. Donc, au début, c'est vrai, on a fait que mimer le colonisateur, voire le singer, et le résultat n'est pas brillant. On en a tenu compte, mais après qu'il y ait des crises, parce qu'il y a eu beaucoup de crises, et ce sont ces crises qui ont poussé souvent, non pas les pouvoirs en place, mais la société civile à revendiquer qu'on mette à plat à travers l'organisation de conférences nationales. C'est une sorte de palabre nationale. Et ça a permis, en tout cas à beaucoup de pays, de faire des avancées dans l'élaboration de nouvelles constitutions où on a mis un certain nombre de garde-fous.
Et ces garde-fous permettent pratiquement une gestion plus équilibrée du pouvoir et de corriger beaucoup d'erreurs du passé. Et depuis 2000, de plus en plus, les constitutions qu'on est en train d'élaborer, sans faire fi de la constitution de 1958, vont dans le sens non pas du renforcement des pouvoirs du président de la République, mais d'une recherche d'un partage équilibré du pouvoir. Et c'est ça qui est noté de plus en plus aujourd'hui. Il faut partir là aussi de l'histoire. Il y a des sociétés où pendant longtemps, le pouvoir, quand vous prenez le Burundi et le Burundi, c'était, il y avait une société politique organisée, donc sous la forme de royauté, où le pouvoir était, dès le départ, un pouvoir fort. Et à un certain moment donné, on a voulu, et ce que vous avez dit est très pertinent, on a voulu, en copiant le colonisateur, mettre en place des institutions qui ne sont pas conformes à nos us et coutumes, mais importées. Alors ça va amener à un emballement, parce que les gens se retrouvent dans des structures où on a cousu un habit au président de la République, l'habit se révèle plus ample que lui, il ne peut le porter. Et donc, quand on avait des sociétés où les gens avaient l'habitude d'avoir, par exemple, de voir la personne détentrice du pouvoir choisie dans une famille, on dit démocratie. En choisissant quelqu'un qui n'a jamais été accepté comme appartenant à une famille qui, pendant longtemps, avait entre les mains le pouvoir. Ça pose problème. Donc, ça, on n'a pas réussi à faire évoluer nos sociétés et donc à avoir une culture politique permettant l'installation de régimes conçus comme des régimes démocratiques, mais la démocratie entendue au sens occidental du terme. Tant qu'on n'aura pas fait ça, on ne pourra pas avoir véritablement des institutions slaves, parce que c'est des sociétés qui n'ont pas été construites comme ça. En revanche, il y a des sociétés plurinationales. Parce que quand vous prenez le Congo RDC, il y a eu, par exemple, le royaume Luba, avec des... Donc, on a congloméré des entités qui, à l'époque, cohabitaient. Et on veut que ce soit à l'intérieur d'un État unitaire. Et là aussi, ça pose problème. Ce qui fait que je pense qu'on aurait dû, partant de l'histoire propre de chaque société, essayer de voir quel est l'État, quelles sont les institutions qu'on devait construire. Mais ça demande véritablement une pédagogie qui ne peut pas véritablement se satisfaire simplement d'une décennie. Ça demande, parce que quand vous prenez l'histoire de l'Europe, c'est des siècles d'histoire. C'est des siècles d'histoire. Et c'est des siècles d'histoire où, pratiquement à l'exception de quelques pays, c'était la monarchie. C'était la monarchie. On a réussi à vaincre la monarchie et à lui substituer la République, mais ça était l'objet véritablement d'une maturation intellectuelle, sociale, très longue, avant d'arriver à... et nous, l'Afrique, on veut faire des raccourcis, ce qui fait que c'est très difficile d'arriver à des raccourcis satisfaisants. Mais dans le même temps, quand vous prenez, par exemple, la RDC, il y a une société civile très forte. En dépit des difficultés, il y a la société civile qui est là, qui est organisée. Mais le Burundi, pendant longtemps, cette société civile, c'est maintenant qu'elle commence à s'organiser. Or, l'opposition politique ne peut pas, parce qu'elle n'a pas la même force de résistance que la société civile. Et je pense que c'est la société civile qui peut aider, ce n'est pas la communauté internationale. La communauté internationale souvent vient et crée davantage de problèmes qu'elle ne règle les problèmes. Parce que souvent les acteurs qui viennent de l'extérieur ont des intérêts.
Et il cherche en fonction de l'homme de la situation, entre guillemets, à placer ce dernier pour pouvoir perpétuer un système. Mais ce système ne peut pas perdurer s'il n'est pas soutenu par la population. Or, nous allons avoir des difficultés. Nkurunziza est là, il va tout faire pour... Mais il va vers des difficultés parce qu'il n'a pas la légitimité nécessaire pour pouvoir gouverner. Il a certes le pouvoir, mais il faut la légitimité. Or, la légitimité, ce n'est pas avec les baïonnettes qu'on va l'avoir. La légitimité, c'est avec l'adhésion du plus grand nombre. Or, pour l'instant, il va avoir des difficultés. En RDC, si la société civile et l'opposition démocratique s'organisent, il ne pourra pas. Mais je crains, parce que le fils de qui se dit est en train de louvoyer, je crains qu'il ne fasse alliance. Et s'il fait alliance, parce que c'est la plus grande force, en tout cas du point de vue de la mobilisation, s'il fait alliance, l'autre va passer. Au Congo, je pense que le Congo-Brazzaville, on n'a pas la même capacité de résistance de la société civile, parce que là aussi, le pouvoir détient des leviers que l'opposition n'a pas. Et on arrive toujours à faire en sorte que l'opposition soit écrasée. Et malgré les manifestations, les gens finissent par se ranger. Ce qui n'a pas été le cas de la RDC où la société civile était organisée. Maintenant, tout dépend du jeu des acteurs en ce moment, dont le vice qui dit il ne va pas au mangeoire, c'est ça son idée, mais il va mais discuter de quoi? Discuter de quoi? Donc tout dépend des acteurs. Donc, vous voyez que nos sociétés, je crois, avait fait, c'est le Sénégal est dans ce cas de figure, en 1960, on a consacré par la loi l'éviction des coutumes au profit du droit écrit, en considérant que le droit écrit est source de progrès et qu'on ne peut pas arriver au développement en maintenant les coutumes. Mais qu'est-ce qui se passe, notamment en droit civil? Quand vous sortez de Dakar, que ce soit dans le domaine de la terre, que ce soit dans le domaine du mariage, on se rend compte que les coutumes sont là et que les gens, ils ne leur viennent même pas à l'idée de venir célébrer leur mariage devant l'officier de l'état civil. Alors, est-ce qu'il faut déchirer l'acte de mariage et considérer que dès lors qu'ils se sont mariés coutumièrement, ça ne tient pas la route? Je ne crois pas. Est-ce que les gens qui occupent des terres, on va leur dire vous les occupez irrégulièrement? La preuve, il y a en ce moment une réflexion sur, on a mis en place une commission nationale de réforme foncière, parce qu'on s'est rendu compte que le développement qui était postulé n'a pas été atteint et la loi sur le domaine national n'a pas permis d'arriver à pacifier l'espace foncier. Il y a davantage de problèmes qu'on en a voulu. La preuve, les femmes, aujourd'hui, demandent des terres dans beaucoup d'endroits. Ce sont elles qui sont les productrices, elles qui apportent de quoi manger dans les familles et non pas de terre. Comment il faut faire? Il faut revoir la loi. Dans le même temps, on voit que, à beau vouloir fermer les yeux pour nier l'existence des coutumes, elles sont là, et d'abord dans notre comportement, dans nos comportements par rapport à la loi. Je prends un exemple simple. Normalement, si on suivait la logique du droit moderne, il suffit de prendre le stylo et d'écrire au président de la République ou à des ministres et d'attendre tout bonnement que la réponse vienne. Mais elle ne vient jamais. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut prendre le téléphone comme dans le bon ancien temps et parler. Ça, c'est un exemple assez illustratif du fait que
on ne peut pas nier. Oui, si, par exemple, vous allez pour le recrutement, on vous dit, est-ce que vous avez quelqu'un qui vous recommande? Dans la bonne administration, au sens du droit administratif français, vous n'avez même pas besoin d'une recommandation, puisque le principe est posé que nous sommes tous des citoyens égaux devant la loi. Et donc, s'il y a un recrutement, et vous avez les deux pactes internationaux des Nations Unies qui disent que chacun a vocation à occuper des emplois, mais qui les respecte. Vous pouvez avoir votre diplôme, mais le diplôme cède devant la recommandation. Or, dans le droit, il est écrit nulle part qu'il faut être recommandé. Donc voilà le paradoxe dans lequel on est. On prône le respect du droit, on prône l'existence de l'état de droit, mais qui respecte l'état de droit? Donc ce qui explique d'une certaine manière le hiatus entre les textes qui sont vraiment bien écrits, bien rédigés, qui souvent ne souffrent d'aucune ambiguïté, et la réalité qui est tout autre. Ce qui fait que aujourd'hui, on a, même en se voilant la face, la preuve que les coutumes, c'est elle qui... Le marabout, quand vous avez une difficulté, une crise majeure au Sénégal, ce n'est pas au palais de la République qu'il faut aller, il faut aller chez le marabout. C'est là-bas que se dénouent les crises. Et ça, ce n'est pas la loi. Donc, voyez-vous, d'une certaine manière, à beau vouloir nier l'importance de nos coutumes, à beau nier nos traditions, eh bien, elles nous rattrapent. Donc, autant, à mon sens, composer avec, et essayer de voir dans quelle mesure, véritablement, on doit pouvoir les concilier si cela permet d'avancer. Ça, c'est une question des plus pertinentes et des plus difficiles en même temps. Je crois qu'il y a la part de responsabilité des universitaires aussi dans ce qui existe et la part de l'État. L'État est constitué pratiquement de responsables dont nos dirigeants qui, d'une certaine manière, ont peur des universitaires. Ils ont peur des universitaires, du pouvoir du verbe. Le pouvoir du verbe, c'est un pouvoir important parce que le verbe canalise vers celui qui porte la parole une foule immense. Et donc sa capacité de subversion est d'autant plus importante que le verbe qu'il détient peut influencer le comportement de ceux de la masse qui écoutent. Et ça, le pouvoir a peur. Mais dans le même temps, ils disent, pour que nous puissions les tenir, il faut leur donner moins de moins. Comme ça, ils vont venir vers nous. On a vu dans beaucoup de pays des conseillers du prince qui sont des intellectuels, surtout des universitaires qui viennent faire des lois. Ce que moi, je ne peux pas le contester, c'est leur droit. Mais dans le même temps, ils deviennent les ennemis de ceux qui sont restés à l'université. Donc, voyez-vous, mais ce qui est aussi la part de responsabilité des universitaires, c'est que souvent, on se dit, nous sommes dans une situation où on n'a pas beaucoup de moyens, mais au lieu de chercher nous-mêmes les moyens de notre propre développement et notre épanouissement, on va vers des prairies beaucoup plus vertes, les institutions internationales, pour faire de la consultation, et on ne reverse rien à nos institutions pour pouvoir créer des laboratoires de recherche qui permettent aux jeunes d'avancer. Et donc, tout ce qu'on prend, on met dans nos poches. Mais tant qu'on est là, mais la recherche, elle ne va pas pousser. La recherche, elle ne va pas prospérer. Et donc, on est dans ce paradoxe
où il y a suffisamment de gens de qualité et moins de production de qualité et qui viennent de sources indépendantes. Parce que généralement, on n'est pas indépendant on est indépendant que lorsqu'on est capable de produire quelque chose et de ne pas être vraiment soumis à la dictature de l'argent. Mais dès que les gens vous disent, ah, bon, nous on a soumis des requêtes de financement pour mener un certain... On dit, non, nous, on veut que vous travaillez dans telle direction. Mais je dis, ce n'est pas un axe prioritaire pour moi. Mais j'aurais pu dire, non, je vais prendre et faire le travail mais ce travail que je fais je réponds à une commande. Je ne réponds pas à la recherche fondamentale. Donc, voyez-vous, la recherche appliquée l'emporte davantage sur la recherche fondamentale. Or, les deux doivent aller de pair parce que la recherche appliquée vous permet d'avoir des moyens que vous mettez à la disposition de vos laboratoires pour pouvoir conduire des équipes de recherche dans lesquelles vous mettez des jeunes à contribution qui vont apprendre, qui vont avancer dans leurs travaux, mais qui permettent aussi à l'institution de vivre du champ neuf qu'ils apportent. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, ce qui fait que même si les résultats de la recherche qu'on a sont souvent intéressants, il n'en reste pas moins qu'on aurait pu faire plus si les ressources ne sont pas seulement des ressources qui proviennent de financement extérieur et sur commande, mais au contraire de financement interne dans lesquels les chercheurs aussi apportent leur part de contribution en mettant au niveau de leurs institutions une part de contribution. Bon, mais là aussi, il y a des disparités. Je travaille depuis quelque temps dans le domaine de l'éthique, dont je fréquente les médecins. Par exemple, ceux qui travaillent dans le programme mondial contre le pollu. Ils ont des financements. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils se dotent de laboratoires assez avancés qui leur permettent d'obtenir les résultats qu'ils ont atteints. Mais quand vous prenez ici les juristes, ce n'est pas le cas. Donc il y a des disparités. Il y a des domaines dans lesquels la recherche sur financement extérieur avance, mais elle répond aussi non seulement aux besoins de ceux qui financent, mais elle répond aussi à la nécessité pour ceux qui font des propositions d'avoir des moyens, des équipements pour faire fonctionner le laboratoire. Donc, de ce point de vue, lorsqu'on est dans la situation de cela, surtout les médecins, là, on peut relativiser le jugement qu'on a par rapport à ce que j'ai dit, mais le constat global, c'est que le politique instrumentalise toujours le savant, l'expert. Il l'instrumentalise à ses fins, parce que non seulement il a le pouvoir, mais il a les moyens du pouvoir. Et ces moyens lui permettent d'orienter les choix stratégiques en matière de recherche. Ewe mwana mzee wa leo, mbache unagona kesho saholo. Ewe mwana mzee wa dunia, azizofanya ngi